Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les éditions Max Milo présentent Traité des trois imposteurs. Moïse, Jésus, Mahomet. L'esprit de Spinoza. Un ouvrage cardinal que je vous invite à lire. Michel Onfray, cours de l'Université populaire de Caen du 10 mai 2005. L'un des meilleurs livres étrangers de l'année. Times Literary Supplement. Ce texte étonnant d'audace et presque provocateur connut un succès extraordinaire durant tout le XVIIIe siècle. Il fut édité dans toute l'Europe, on le recopia à la main des dizaines de fois, la reine Christine de Suède offrit une petite fortune pour en obtenir un exemplaire et l'on discuta sans fin de l'auteur probable. On l'attribua même à Frédéric II de Prusse. La police parisienne, alertée, finit par arrêter les libraires qui le vendaient. La raison en était simple. C'est que, selon le mystérieux auteur visiblement familier de l'œuvre de Spinoza, toutes les religions étaient des fables entretenues par des imposteurs, de mèche avec le pouvoir politique pour tyranniser le peuple. L'importance historique du traité des trois imposteurs ne peut cacher sa modernité et son actualité dans ce XXIe siècle qu'assombrissent déjà les conflits religieux. Des notes et illustrations sont disponibles sur les versions e-book et papier du livre. Introduction de l'éditeur. L'ouvrage que voici a quelque 4 siècles d'âge. Il est non seulement d'actualité et brûlante, mais il constitue un objet renouvelé d'étonnement. Telle est, d'ailleurs, la raison pour laquelle nous le publions. Quand elle entendit parler du traité des trois imposteurs, rapporte le bibliophile anglais Richard Smith, l'ancienne reine Christine de Suède, celle-là même qui avait jadis engagé René Descartes comme professeur de philosophie, offrit une petite fortune pour en obtenir une copie, en vain. L'ouvrage n'existait alors que sous forme manuscrite, elle s'en fut sans doute contentée, elle ne lut pas. Il ne fut publié pour la première fois qu'en 1712 à Rotterdam, dans cette patrie de la liberté intellectuelle qu'étaient les Pays-Bas. Christine était alors morte depuis 23 ans. Le point à son intérêt, on le verra plus bas. Il ne reste que 4 exemplaires des 70 de l'édition originale, due à Charles Levier. Jusqu'à la Révolution française, ce texte impertinent excita la sagacité des lettrés. Sans doute les courtiers de Christine n'étaient-ils pas véloces. On ne dénombre pas moins de 26 copies manuscrites en France et 2 à l'étranger, avant l'impression. Et l'on pourrait composer un volume entier, des commentaires que suscita ce brûlot. Quel était donc le philosophe qui dénonçait aussi vivement les 3 grandes religions du livre, et traitait leurs tenants, Moïse, Jésus et Mahomet, d'imposteurs? La question, autant que le texte méritait à l'époque, et mérite aujourd'hui au moins autant d'intérêt que certaines considérations coiffées de l'appellation philosophique. Mais quand il fut enfin publié en 1999 en France, aucun des augures de la presse nationale ne jugea opportun d'en parler. Par ces temps de fatwa, mieux vaut rester couvert. Surtout qu'ici, l'imprudent qui en eût rendu compte encourait une triple fatwa qui eût déclenché l'ire et la désaffection violente de ses lecteurs. On nous pardonnera l'indignation, sans doute polémique, qui est la nôtre, mais enfin, elle nous paraît légitime. Parmi leurs vertus, ces textes, le pluriel est bien intentionnel, démontrent en effet que la liberté intellectuelle était bien plus ardente au XVIIe et XVIIIe siècle qu'elle semble l'être au XXe et XXIe. Hélas, les débats sur le traité des trois imposteurs ne dépassent guère un petit cercle d'universitaires qui, pour leur fortune et la paix de leur cœur, n'ont cure des modes et des prix littéraires. Néanmoins, nous soumettons aujourd'hui de rechef ce texte au public. Pour la commodité de la lecture, nous en avons modernisé l'orthographe autant que faire se peut sans altérer le texte, et remplacé certains mots et tournures, incompréhensibles aux lecteurs modernes, par leurs équivalences. Ces altérations sont indiquées par des crochets. Le traité des trois imposteurs parut d'abord, en 1712, sous le titre de l'esprit de M. Benoît de Spinoza, précédé d'une biographie intitulée La vie de M. Benoît de Spinoza. Ces 2 ouvrages, de contenu très dissemblable, n'étaient à parier que pour leur référence commune à Spinoza. De qui sont-ils? La question n'a rien perdu de son actualité en 3 siècles. En ce qui touche au premier,
Écartons d'emblée la participation de Spinoza lui-même pour des raisons chronologiques. En effet, la vie de M. Benoît de Spinoza fait référence à des événements postérieurs à la mort du philosophe, en 1677. Il s'agit ainsi de la présence du prince de Condé à Utrecht, au commencement des dernières guerres. Or, c'était en 1678. Selon le préfacier de la première publication moderne, Richard H. Popkin en italien, chez Giulio Einaudi en 1994, l'auteur de la vie de M. Benoît de Spinoza était Jean-Maximilien Lucas, 1636 à 1697, un gastier dont la famille était originaire de Rouen et qui s'était exilé en Hollande. Le second livre, que voici, pose des problèmes moins aisés à résoudre et comporte même un mystère. Dans son dictionnaire historique publié à La Haye, en 1758, Prosper Marchand conclut que l'auteur de l'esprit de M. Benoît de Spinoza serait un certain Jean Vrouzen. Érudit, éditeur, bibliographe, libraire, écrivain, Marchand était l'un des personnages les mieux informés des mouvements d'idées et des auteurs de l'Europe du Nord. Ce ne fut certes pas à la légère qu'il avança aussi fermement le nom de Vrouzen. Quelques détails biographiques nous sont parvenus de la biographie de ce dernier. Né le 4 octobre 1672 à Rotterdam, fils d'un notable de la ville, Adriaan Vrouzen, Jean Vrouzen devint chargé d'affaires en France en 1701 et 1702, à 29 ans. Puis il fut nommé conseiller de la cour de Brabant à La Haye, poste qu'il occupa jusqu'à sa mort en août 1725. On n'en sait pas beaucoup plus, et rien sur son apparence physique. Si l'on s'en tenait à ces informations, l'on risquerait toutefois d'être embarrassé. En effet, s'il est bien l'auteur intégral et unique de l'esprit de M. Benoît de Spinoza, Vrouzen aurait été d'une fulminante précocité. Christine de Suède mourut en exil à Rome en avril 1689 et n'avait plus d'argent pour acquérir des manuscrits à grand prix. De plus, et s'il faut en croire Smith et si elle eut connaissance de l'existence du fameux manuscrit, ce dut être vers 1687. Vrouzen n'avait alors que 15 ou 16 ans. Il aurait alors embrassé à cet âge tendre, non seulement l'œuvre de Spinoza, mais également tout le paysage philosophique européen pour produire ces pages dont la force et la modernité restent confondantes. 15 ans est-ce possible? On peine à croire qu'un tout jeune homme ait été capable de l'audace du texte que voici, et de sa violence dans le rejet des trois religions. Refus de la révélation, rejet de l'incarnation, rejet de l'inspiration, le message est virulent. Selon ce texte, en effet, toutes les religions se ressemblent, thèse qui contredit déjà l'originalité du christianisme. Mais par-dessus le marché, ces religions, y compris le paganisme, sont des leurs au service du pouvoir politique. Certes, c'était dans la Hollande de la libre pensée, mais l'entreprise n'était pas sans danger, même en ces lieux privilégiés. Le 19 juillet 1674, un décret de la Cour de justice de Hollande avait condamné ensemble deux œuvres majeures, dont le renom perdure bien au-delà des anathèmes juridiques et théologiques, le Tractatus Theologico-Philosophicus de Spinoza et le Léviathan de Hobbes, pourtant moins ouvertement subversifs. Il y avait là de quoi inspirer quelque prudence à un adolescent. En fait, si Vrouzen trempa dans la rédaction de ce livre, ce ne fut ni à 15 ni à 16 ans, mais bien plus tard, peut-être après son séjour à Paris, sans doute enflammé par les penseurs qu'il y avait rencontrés. Toujours en se fondant sur les informations de Marchand, on conclurait alors que Vrouzen fait dans le traité des trois imposteurs une synthèse des tendances antireligieuses du temps. C'est ici toutefois que le mystère apparaît. Il existait déjà au moins un traité des trois imposteurs, dont une version serait selon Sylvia Berti, à laquelle on doit une remarquable présentation des deux ouvrages, l'œuvre d'un avocat de Reims, Marc-Antoine Houdinet. Et Marchand parle en effet d'un texte qu'on a vu courir le monde en manuscrit depuis environ 40 ou 50 ans. Et il existait même un autre texte clandestin du même esprit et quasiment du même titre, de Tribus Impostoribus. Vrouzen aurait-il donc repris un thème, sinon un manuscrit qui agitait les milieux intellectuels de l'époque? Ce serait quasiment l'accuser de plagiat, sans aucun fondement. Mais si l'on comprend alors l'anecdote relative à Christine de Suède, elle était encore sur le trône quand elle entendit parler du fameux manuscrit, et ce n'était pas celui de Vrouzen,
On se demande pourquoi Marchand attribua à ce dernier l'ouvrage publié par Levier à Rotterdam en 1712. On comprend encore moins que les éditeurs de l'Esprit de M. Benoît de Spinoza aient d'abord, dans la réédition de 1721 faite à Francfort-sur-le-Main, aux dépens du traducteur, et d'ailleurs introuvable de nos jours, changé le titre de l'ouvrage, comprimé les 8 chapitres originels en 6, éliminant de leur chef toute référence à Spinoza, puis qu'ils aient ultérieurement ajouté des extraits de penseurs qui allaient sans doute dans le même sens, Pierre Charon et Gabriel Naudet, mais qui n'avaient rien à voir avec le texte attribué à Wroesen. Certes, l'on était à l'époque moins pointilleux sur les droits des auteurs, mais voilà quand même beaucoup de légèreté. Plus grave et plus énigmatique, l'édition de 1712 s'orne en frontispice d'un portrait présumé de Spinoza qui ne ressemble aucunement aux autres documents avérés qui représentent le philosophe. Il ne dut pas d'ailleurs pas les contemporains, qui reconnurent une variante d'un portrait de René d'Anjou, roi de Naples. Jusqu'à la Révolution française, l'Europe lettrée fourmilla de mémoires, hypothèses et interrogations sur l'auteur véritable du traité des 3 imposteurs. On en vint même à soupçonner Frédéric II de Prusse, anticlérical notoire, d'être cet auteur. C'était oublier que le grand Frédéric naquit l'année même de la publication de l'édition de Rotterdam. Et Spinoza, l'énigme bibliographique et philosophique, ne peut faire oublier qu'il s'agit là d'un hommage au grand philosophe. Son esprit flotte en effet, au travers de ces pages vigoureuses. Quelques auteurs tendent même de nos jours à croire que l'auteur de l'Éthique serait au départ de ce livre mystérieux. Certes, plusieurs passages reflètent une lecture attentive de Spinoza, tel le 6e chapitre des Esprits qu'on nomme démons, qui sort tout cru du court traité sur la théorie de l'âme ignée, ou encore les 2 premiers chapitres sur la conception populaire de Dieu, qui sont empruntés au même. Les spécialistes se délecteront à détailler d'autres emprunts. Mais le dédain virulent pour l'Ancien et le Nouveau Testament par exemple, qui transparaît en maints passages du traité, ne correspond aucunement aux idées ni au ton de Spinoza, non plus que l'athéisme irrévérencieux. Se peut-il que Levier, le premier éditeur du traité et le mystérieux Wroesen aient extrait des archives spinoziennes demeurées en Hollande, probablement du fonds Riewerts, relève l'édition critique de la bibliothèque de la Pléiade, une sélection de textes qu'ils transformèrent à leur guise. Telle est, en fin de compte, l'hypothèse qui paraît le plus plausible. Car malgré les mystères et les manipulations, sinon les contrefaçons, l'ombre de Spinoza flotte au travers de l'entreprise et le texte vient à l'évidence de Hollande. L'hypothèse est renforcée par la volonté éclatante de l'éditeur de rendre hommage à Spinoza, en publiant dans le même volume La vie et l'esprit de M. Benoît de Spinoza. Il s'agit sans doute là d'un hommage outré au philosophe, renforcé maladroitement par les emprunts à Pierre Charon et à Gabriel Naudet. Il évoque ces Rubens dont nous savons par les livres d'atelier que le grand peintre n'y ajouta que quelques touches çà et là, mais qu'il signa néanmoins. Il ressort que le traité des 3 imposteurs apparaît comme une anthologie collective de la résistance à la religion dans l'Europe des Lumières. Spinoza n'en est que l'emblème, mais il y est néanmoins omniprésent. Ce sont donc des pages d'une importance particulière dans l'histoire de la pensée occidentale que nous présentons ici, dans l'espoir qu'y accède enfin un large public. À une époque où les guerres de religion ne disent plus leur nom, mais n'en font pas moins de victimes. Max Milo. Avertissement. Il n'y a peut-être rien qui donne aux esprits forts un prétexte plus plausible d'insulter la religion que la manière dont agissent ses défenseurs. D'une part, ils traitent leurs objections avec le dernier mépris, et de l'autre, ils sollicitent avec le zèle le plus ardent la suppression des livres qui contiennent ces objections qu'ils trouvent si méprisables. Il faut avouer que ce procédé fait tort à la cause qu'ils défendent. En effet, s'ils étaient assurés de sa bonté, craindraient-ils qu'elle ne succombât en ne la soutenant que par de bonnes raisons? Et s'ils étaient pleins de cette ferme confiance qu'inspire la vérité à ceux qui croient combattre pour elle, auraient-ils recours à de faux avantages et à de mauvaises voies pour la faire triompher? Ne se reposerait-il pas uniquement sur sa force, et sûr de la victoire, ne s'exposerait-il pas volontiers au combat à armes égales contre l'erreur?
Appréhenderait-il de laisser à tout le monde la liberté de comparer les raisons de part et d'autre, et de juger par cette comparaison de quel côté est l'avantage? Ôter cette liberté, n'est-ce pas donner lieu aux incrédules, de s'imaginer qu'on redoute leur raisonnement, et qu'on trouve qu'il est plus aisé de les supprimer que d'en faire voir la fausseté? Mais bien qu'on soit persuadé que la publication de ce qu'ils écrivent de plus fort contre la vérité, loin de lui nuire, ne servirait au contraire qu'à rendre son triomphe plus éclatant et leur défaite plus honteuse, néanmoins, on n'a pas osé aller contre le torrent en rendant public l'esprit de M. Benoît de Spinoza. On en a tiré si peu d'exemplaires que l'ouvrage ne sera guère moins rare que s'il était resté en manuscrit. C'est aux habiles gens, capables de le réfuter, qu'on aura soin de distribuer ce petit nombre d'exemplaires. On ne doute point qu'il ne mène battant l'auteur de cet écrit monstrueux, et qu'il ne renverse de fond en comble le système impie de Spinoza sur lequel sont fondés les sophismes de son disciple. C'est le but qu'on s'est proposé en faisant imprimer ce traité, où les libertins vont puiser leurs arguments captieux. On le donne sans aucun retranchement, ni adoucissement, afin que ces messieurs ne disent point qu'on en a énervé les difficultés, pour en rendre la réfutation plus aisée. D'ailleurs les injures grossières, les mensonges, les calomnies, les blasphèmes, qu'on y lira avec horreur et exécration, se réfutent d'eux-mêmes, et ne peuvent tourner qu'à la confusion de celui qui les a avancés avec autant d'extravagance que d'impiété. Préface du copiste. Baruch ou Benoît de Spinoza s'est acquis un nom si peu honorable dans le monde par rapport à sa doctrine et à la singularité de ses sentiments en fait de religion, qu'il faut se cacher quand on veut écrire de lui, ou en sa faveur, avec autant de soin, et user d'autant de précautions, que si l'on avait un crime à commettre. Cependant nous ne ferons pas mystère d'avouer que nous avons copié cet écrit d'après l'original, dont la première partie traite de la vie de ce personnage et la seconde fournit une idée de son esprit. L'auteur en est inconnu, à la vérité, quoique celui... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.